On va passer à la prostate avec Sébastien Massando. Je vais nous parler aussi des innovations qu'il y a eu dans ce domaine, puisqu'il y en a eu vraiment beaucoup ces dernières années. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, alors oui, revenons à la prostate et je me permets de vous présenter une coupe anatomique de prostate adénomateuse au verrue montanum pour bien montrer que ce dont on va parler, c'est-à-dire enlever l'adénome, est une énucléation, il y a un plan de clivage qui permet de retirer la pulpe du fruit. Alors cette histoire de l'adénomectomie est très ancienne puisque le problème du grossissement de la prostate et de la rétention aiguë d'urine est lui aussi très ancien. Il avait été identifié dès le XVIIe siècle et pendant longtemps on a été limité au cathétérisme urétral évacuateur. On ne savait pas traiter la problématique et donc de façon palliative on drainait la vessie. Et c'est en 1839 qu'on a vu apparaître, grâce à Auguste Nélaton, des sondes en caoutchouc qui sont l'ancêtre de nos sondes d'aujourd'hui. Au XIXe siècle, la première évolution, c'est l'apparition d'un traitement curatif, l'adénomectomie prostatique. On va donc enlever la pulpe de ce fruit prostatique pour lever l'obstruction. La première voie qui a été choisie est une voie périnéale, et je vous ai mis ici deux des grandes premières séries publiées, avec des résultats relativement impressionnant pour le matériel de l'époque. Mais cette voie périnéale va être abandonnée en raison de sa morbidité, et notamment des fistules prostatorectales suite à des plaies rectales péropératoires. Et on va évoluer vers une voie dite hypogastrique, dite haute, d'où l'adénomectomie voie haute, avec une première réalisée en Angleterre, et qui n'était pas sans poser de grandes interrogations, puisque vous voyez à l'époque Félix Guyon dans ses leçons cliniques a rappelé « Ne vous laissez pas séduire, messieurs, par les promesses exagérées d'une chirurgie qui ne tient pas compte des réalités cliniques. » Car en effet, c'est une chirurgie extrêmement audacieuse, en raison de ses complications hémorragiques, d'où l'invention de la mèche à prostate, qui consistait à faire un packing de la loge prostatique et d'y revenir quelques jours plus tard. Les complications septiques aussi, en milieu urinaire, avec une vessie qui est restée ouverte. Et on avait une chirurgie en 2 voire 3 temps, et on obtenait la fermeture vésicale en 20 à 25 jours. Alors, des décès célèbres, il y en a malheureusement plusieurs, mais celui de Napoléon III est resté célèbre pour avoir eu 2 tentatives de lithotricie vésicale pour une maladie dite de la pierre à l'époque, et il décède en Angleterre en exil des complications de la 2e intervention. Alors cette adénomectomie voie haute va s'améliorer pendant un siècle. Ça devient un problème beaucoup plus important. Pourquoi ? Parce que sur cette période, on va assister à une augmentation considérable de l'espérance de vie. Et vous voyez, chez les hommes en France, on va passer de 43 ans en 1870 à 71 ans en 1950, faisant de l'obstruction prostatique un problème de santé publique. C'est une chirurgie qui va bénéficier de 4 évolutions majeures: les progrès de l'anesthésie générale, l'arrivée de l'antibiothérapie, l'électricité chirurgicale et puis l'innovation technique opératoire. Alors l'électricité chirurgicale, je vais en faire juste une allusion par un heureux hasard de calendrier, puisqu'il semblerait que l'expression bistouri électrique que nous utilisons de façon tout à fait routinière aujourd'hui ait été prononcée pour la première fois ici même par Maurice Hetzboyer il y a exactement 90 ans, le 30 janvier 1929. Les principales évolutions techniques, la standardisation de cette voie hypogastrique se fait à la jonction 19e-20e siècle, puis Rinchak met au point la fermeture vésicale. Milline propose une voie transcapsulaire, on n'est donc plus en transvésicale, le cerclage du col dans les années 60, et puis l'arrivée des voies d'abord mini-invasives avec la célioscopie en 2002 et le robot en 2008. Alors cette chirurgie reste le gold standard dans les recommandations françaises et européennes pour la chirurgie des prostates volumineuses encore aujourd'hui. Malgré tout, toutes les bonnes choses ont une fin, et je vous ai mis ici une date de naissance et puis une date de décès de l'adénomectomie voie haute qui correspond à la dernière AVH réalisée au CHU de Rennes. Pourquoi ? Parce que si c'est une chirurgie de référence, ça reste une chirurgie hémorragique avec un risque transfusionnel significatif, et c'est une chirurgie qui nécessite une hospitalisation de plusieurs jours, qu'on peut considérer comme longue. Alors, si on décrit l'activité d'urologie au CHU de Rennes en 2018 pour la population relevant de l'adénomectomie, vous voyez qu'il n'y a pas eu d'adénomectomie voie haute. Il y a eu 2 voies célioscopiques robot-assistées pour des prostates très volumineuses, 360 et 450 grammes,
L'essentiel de l'activité, ce sont des adénomectomies endoscopiques laser, on va y revenir, avec un volume moyen de 120 cc, et puis parfois on choisit une vaporisation, c'est-à-dire un geste partiel pour des prostates volumineuses chez des patients fragiles. Pourquoi cette évolution? Parce que tant le robot que le laser vont permettre une hémostase complète, et donc pas de lavage urinaire. Et la révolution, elle est là. Ça n'est plus une chirurgie hémorragique, et comme ça n'est plus hémorragique, ça peut se faire en ambulatoire. Pendant ce temps-là, durant le XXe siècle, c'est aussi développé la résection prostatique, c'est-à-dire l'abord endoscopique de la prostate, puisque l'urètre est un trou, la paroi étant la prostate, et pas un tuyau. La standardisation date des années 40 avec un résecteur monocourant. La technique va se développer de façon importante après les années 75 et la mise au point de résecteurs double courant. Là encore, l'endoscopie va bénéficier des progrès de l'anesthésie, des antibiotiques, mais aussi des générateurs électriques et du développement de la vidéo qui a facilité la transmission du savoir. Alors cette RTUP devient la technique de référence de la deuxième moitié du XXe siècle. Vous voyez qu'en France, en 1999, elle représente plus de 80% de l'activité chirurgicale. Le tout avec une très faible morbidité. Avec une très forte efficacité, vous avez à gauche l'augmentation du débit maximum, plus 162%, la qualité de vie mictionnelle qui est nettement améliorée, la qualité de vie en général aussi. Et on obtient une réduction du volume significatif de la prostate d'environ 50%, 50 à 60%. C'est un traitement partiel, bien sûr, et donc on a un taux de récidive et de retraitement un peu supérieur à l'AVH à 10 ans, une vingtaine de pourcents contre 2%. C'est une chirurgie qui garde sa morbidité propre, en particulier hémorragique. Tous ceux qui ont fait urologie ont décléoté. Le syndrome de réabsorption est devenu rare, et puis il y a des complications urinaires qui demeurent, en particulier la sténose urétrale, qui est une vraie problématique pour la voie endoscopique. La perte de l'éjaculation était considérée comme un standard. Mais cette chirurgie est aujourd'hui en nette régression sous l'arrivée de deux phénomènes, les lasers que nous allons voir, et puis les traitements médicaux apparus dans les années 90. Alors je vous ai mis la liste des traitements. Les phytothérapies, c'est une particularité française, mais ça marche relativement bien. Les alpha-bloquants, qui sont les médicaments de référence, les inhibiteurs de la 5-alpha-réductase, et puis des publications en évidence l'intérêt des bithérapies. On associe deux médicaments. La seule bithérapie ayant fait sa preuve est l'association 5-alpha-réductase alpha-bloquant. Et on assiste aujourd'hui en France à un lâchage complet des pratiques avec bithérapie, trithérapie et association toujours au gré des humeurs. L'avantage des médicaments, évidemment, c'est efficace sur les symptômes, c'est facile à prendre, la morbidité est réversible s'il y a des effets secondaires. Il y a des inconvénients. Tout d'abord, on améliore le symptôme, mais on ne lève pas l'obstruction. Et donc l'hypertrophie des trisoriennes perdure, et si la vessie évolue vers une fibrose, lorsque vous opérerez le patient, la récupération n'a pas lieu, puisqu'elle n'est plus possible. Les effets secondaires. Alors, on connaît bien les effets secondaires aigus des médicaments. Pour les alpha-bloquants, on a essentiellement l'hypotension artérielle, les effets digestifs ou ORL, et pour les inhibiteurs de la 5-alpha-réductase, les troubles de l'action de la libido et l'augmentation du risque cardiovasculaire. Avec l'arrivée du big data, on voit apparaître aussi des effets secondaires chroniques. Alors le plus connu, c'est l'augmentation du risque de cancer de prostate de haut grade sous 5-alpha-réductase. Donc ça maintenant c'est clairement établi pour des durées de traitement de 2 à 4 ans ou plus. Et puis en 2018, on a vu arriver des publications avec une augmentation de 20% du risque de maladie d'Alzheimer sous tamsulosin. Donc les médicaments ont peut-être connu leur âge d'or. L'autre développement important, c'est les lasers. Alors quand on dit laser comme on dit médicament. Il y a autant de lasers qu'il y a de problématiques. Et ce qui est important avec les lasers, c'est la longueur d'onde, puisque c'est elle qui conditionne les interactions au tissu. Alors en prostate, on utilise des lasers d'environ 2000 nanomètres qui permettent une coupe ou une coagulation de contact. Et vous avez une coagulation d'environ 0,4 mm. Vous avez ici la RTUP en comparaison, mais le laser a une capacité cumulative de coagulation si vous insistez. Le green light, lui, qui est dans le vert, est à 532 nanomètres. Les lasers diodes, j'en parlerai pas puisqu'ils ont été retirés du marché pour des coagulations trop importantes. Et donc deux techniques principalement ont vu le jour. Tout d'abord, avec l'holmium et un peu le thulium, une technique appelée OLED, c'est-à-dire une énucléation endoscopique laser. On va reproduire l'adénomectomie voix haute,
mais par voie endoscopique. Ça a été décrit par Peter Gillick, qui est un néo-zélandais, en 1995, et c'est la technique qui a le fort suivi et recul. L'autre technique, c'est le green light, c'est-à-dire des lasers KTP ou LBO, avec une technique là qui est différente, qui utilise au départ la vaporisation. Vous voyez qu'il a eu un temps de développement important, et la technique est vraiment mature que depuis 2011. On peut aussi utiliser ce laser pour faire de l'énucléation, avec l'acronyme GreenLab pour copier l'OLED, et cette technique a été décrite en 2013. Alors vous voyez que le laser est vert, et en dehors de l'aspect visuel, c'est un intérêt pour vérifier que la fibre n'est pas cassée, puisque un laser comme le green light détruit la rétine à 35 mètres de distance. Et qu'évidemment, personne ne porte de lunettes dans la vraie vie. Alors, à tout seigneur, tout honneur, l'OLED est la technique la plus développée, enfin avancée dans sa littérature. Elle a deux intérêts. C'est une énucléation endoscopique qui peut être utilisée pour toutes les tailles de prostate. Donc il y a une littérature importante qui montre dans des essais randomisés son équivalence par rapport à la RTUP et à la dénomectomie, au prix toutefois d'un temps opératoire supérieur et d'une morbidité globale équivalente à la RTUP. La prise en charge ambulatoire est possible, mais relève d'une certaine expertise. Alors c'est une technique absolument remarquable, mais qui connaît un développement assez lent depuis 20 ans. Malgré un fort investissement, notamment de la moitié sud de la France, elle représente moins de 10% des procédures, et c'est moins de 1% de l'activité aux États-Unis. Pourquoi ? Probablement parce que c'est une technique difficile, la courbe d'apprentissage est longue et délicate, et aussi parce qu'il faut acheter un matériel spécifique, les morcellateurs, puisqu'une fois que vous avez libéré l'adénome dans la vessie, il faut pouvoir le manger, le morceler en petits fragments pour pouvoir le faire sortir par voie endoscopique. La photovaporisation de prostate avec le green light, c'est une technique totalement différente que vous voyez en vidéo à droite de l'écran. Là, vraiment, la lumière du laser est délivrée au contact du tissu, la chaleur va pénétrer le tissu et le vaporiser. La définition de la vaporisation, c'est de transformer un solide en gaz, et donc on génère des bulles, et le tissu disparaît. Il y a une coagulation qui est plus importante, d'environ 3 mm, sur les études IRM que nous avons menées, et cette technique a l'avantage d'une courbe d'apprentissage courte, qu'on a probablement sous-estimée au départ, parce qu'il faut quand même apprendre une gestuelle différente de la RTUP. Il faut avoir la bonne distance au tissu et être capable d'utiliser de façon raisonnée la puissance. C'est par contre une technique qui permet une hémostase absolument parfaite, le plus souvent, et donc le patient ressort du bloc opératoire avec une sonde simple courant et peut être pris en charge en ambulatoire. Donc, les équipes chirurgicales qui ont fait l'effort de changer leur pratique et de passer en ambulatoire ont développé l'activité ambulatoire jusqu'à environ 70-80% de leur activité d'adénome. C'est une technique qui a connu depuis 2011 un développement rapide, essentiellement en France, aux États-Unis et en Australie. Actuellement, c'est 25% des procédures dans le pays. C'est plus de 50% en Bretagne, pour deux raisons. Un, parce qu'il y a eu plusieurs leaders d'opinion qui se sont intéressés à la question. Et la deuxième chose, c'est que l'industriel y avait ses meilleures forces. Et donc, c'est là où la formation a été le mieux faite. Les résultats pour l'instant sont équivalents à la RTUP dans les essais randomisés avec une réduction de la morbidité globale. Il y a peu de résultats sur le long terme, c'est la limite de la technique aujourd'hui. Et son développement reste limité par une insuffisance de formation et puis des coûts. Parce que la fibre coûte 700 € hors taxe, donc ça fait peur. Mais si on regarde les coûts globaux, la fibre est largement amortie par les économies d'hébergement si on fait de l'ambulatoire. Donc en termes de santé publique, c'est rentable. C'est notre standard au CHU de Rennes depuis 2011. Et donc pour que ces lasers se développent, il faudra évidemment du budget, mais il faut aussi de la formation, avec des formations qui sont maintenant mises en place pour les deux techniques, en centre expert, avec des simulateurs. Vous avez le simulateur de LED, le simulateur de green light en vaporisation et le simulateur de GreenLab. Maintenant ça existe, c'est facile à structurer. Et puis ont été mises en place des formations sur site qui permettent aux équipes de démarrer de façon sécurisée. Cette vaporisation, elle a ses limites. Tout d'abord chez les patients jeunes, certains étaient demandeurs de préserver leur éjaculation, surtout si on leur demande. Et vous voyez ici en IRM l'adénome prostatique, qui là a bénéficié d'une vaporisation complète. Mais on peut faire une vaporisation incomplète. Vous avez ici les 2 tiers supérieurs de la loge ont été vidés,
mais on a laissé le tissu autour du verrue montanum. Et dans ce cas-là, l'éjaculation est normale puisque le col vésical ne sert à rien pour l'éjaculation. Donc ça fonctionne, c'est facile à faire avec les lasers parce qu'on a la vaporisation et la coagulation en même temps, on peut sculpter comme on veut, et ça marche effectivement bien en fonction des publications, entre 75 et 90%. L'autre limite de la vaporisation, c'est les grosses prostates parce que c'est long et incomplet, et donc on a un fort taux de récidive, enfin en tout cas un taux significatif. C'est pour ça que s'est développé une indication avec ce laser Greenlight qui donne des résultats équivalents à l'OLED et qui semble prometteuse parce que la courbe d'apprentissage semble réduite, ce qui pourrait permettre le développement de cette technique. Alors on parle de robotique, on va en parler encore plus tout à l'heure. Est-ce qu'elle existe dans l'hypertrophie bénigne de prostate? Eh bien oui, ça commence avec une technique appelée Aquabeam, qui est développée par Peter Gilling, le monsieur de l'OLED. C'est une technique là encore ablative, mais semi-automatisée, où le chirurgien va repérer sa prostate et demander la zone à détruire, et un bras robotique va être mis en place dans l'urètre, et avec un jet d'eau haute pression, on va détruire le tissu en quelques minutes. C'est un traitement partiel qui permet de préserver l'éjaculation. L'hémostase reste intérieure au laser, et donc pour l'instant c'est pas tout à fait satisfaisant, mais prometteur. Et je finirai par les techniques non ablatives, puisque jusqu'à présent je vous ai montré comment retirer la prostate, mais on peut s'y faire sans la retirer. Je ne vous parlerai pas de l'embolisation prostatique, qui est une radiologie interventionnelle qui me semble plus vouée à une niche de patients. L'urolift, l'ancrage prostatique, c'est beaucoup développé en Amérique du Nord, où là on passe par voie endoscopique et on met des crochets pour écarter la prostate tout simplement. Ça a été refusé au remboursement en France. Ça donne des résultats à 3 ans qui sont relativement satisfaisants. Et ça coûte 1 000 $ par encre. Et la dernière chose, c'est la radiofréquence prostatique, qui n'est pas récente. Moi j'avais vu le TUNA dans le service il y a fort longtemps. Ensuite on a eu le Prostiva qui a donné lieu à une validation par l'HAS, c'est un code CCAM, code qui existe toujours et qu'on utilise actuellement pour le Résume, la 3e génération qui vient d'arriver et qui a, semble-t-il, tiré les leçons des échecs des 2 premières techniques. Les 2 premières techniques utilisaient la conduction pour faire passer le courant de radiofréquence et ça n'était pas satisfaisant. Et maintenant, le courant de radiofréquence sert à chauffer de l'eau, qu'on va injecter cette vapeur d'eau grâce à une aiguille dans l'adénome. Et là, on va utiliser non pas un phénomène de conduction, mais un phénomène de convection qui permet un traitement beaucoup plus important de l'adénome. Alors, les études pivotales sont récentes. Vous voyez, 2017, on a une réduction du volume de l'adénome de 40% en IRM. Les résultats semblent stables à 3 ans, en tout cas sur la qualité de vie, pas tout à fait sur le débit. Et le maintien de l'éjaculation est présent dans 70% des cas. Le développement se fait essentiellement pour l'instant aux États-Unis et en Scandinavie, en soins externes et sous anesthésie locale. Et elle est là la révolution, c'est qu'on va traiter les symptômes de l'adénome comme un dentiste, en soins externes. Je finis donc, je suis un peu long. C'est que malgré tout ce qu'on entend aujourd'hui, on vit une époque formidable, puisque peu d'entre nous sont confrontés ni à la faim ni à la guerre. La médecine avance plus vite que la maladie, et c'est le cas pour la chirurgie d'hypertrophie bénigne de prostate, qui en un siècle sera passée d'une chirurgie de sauvetage à haut risque à une chirurgie mini-invasive en soins externes, proche du soin dentaire. Je vous remercie. Juste une petite précision, avant de lancer les questions, il y a une note qui vient de sortir sur le finasterie de ce mois-ci qui montre qu'en fait il y a un peu plus de risques qui seraient montés de protecteurs sur les droits donnés, donc c'est encore débattu. Alors oui, mais on a publié l'année dernière une étude de Big Data française qui montrait l'augmentation du risque à 2 ans. Bon, mais en tout cas, il y a un doute réel. Bravo. Une question importante. Le système en France, vous avez fait allusion à l'Urolif qui n'a pas été accepté, Rhizome va se présenter un jour, et puis l'embolisation. Nous avons un système d'évaluation haute autorité dans les instances qui n'est pas un système de spécialistes. Pour des raisons très claires, c'est qu'on se refuse à ce qu'il y ait des liens d'intérêt, donc c'est des systèmes, enfin nous évaluons, les choses sont évaluées, continuent à être évaluées par des méthodologies, par des gens qui ne sont pas. Et quand on vous pose la question, ce truc-là, l'Urolift, dont on a vu l'intérêt, les Américains, c'est transitoire, c'est assez extraordinaire, par rapport à la technique de référence, qu'est-ce que vous répondez? La technique de référence, c'est quoi?
Non, mais c'est pas ce que... d'autres techniques non ablatives ayant fait, ou sur lesquelles il y a suffisamment de data pour faire une étude randomisée contre l'urolithe. On est obligé de se comparer à de l'ablatif. Mais on Donc compare... c'est un problème. Oui, mais on compare Alors... deux philosophies différentes. C'est compliqué. Oui, mais vous voyez comment... Non, non, mais je vous donne un élément, ça va être pareil pour Raison. Hein, mais je crois qu'une bonne réponse à ça, et qui est l'inverse du système français, ce que font très bien les Allemands, comme ça a été dit tout à l'heure, c'est de faire confiance aux gens. C'est-à-dire de permettre une expérience... de permettre une expérience initiale dans le centre référent pour faire la preuve de l'efficacité, de l'utilité et de la remboursabilité. Et effectivement, il faut probablement conseiller aux gens qui raisonnent de faire un forfait innovation. Voilà, ça je suis d'accord. Mais quand même, quand on a suffisamment de data, qu'on a d'études et qu'on vous dit, j'ai pas, par rapport au traitement de référence, quelle est la supériorité, on est embêté. Voilà. Je vous explique. Bon, rapide parce qu'on est en retard. Je vous rassure, c'est une question très rapide. Je suis chirurgien orthopédiste, mais là on est dans l'innovation. J'étais interne en neurologie dans mon cursus et je me souviens très bien, j'avais publié à l'époque quelque chose qui était très très novateur. Un patron à l'époque m'avait fait travailler là-dessus et personne n'en a parlé jusqu'à présent. Alors, je pense que c'est passé aux oubliettes, c'était la congélation de la prostate de la cryothérapie. Vous voyez quand même que ça revient, monsieur. Et à l'époque, voilà. Et à l'époque, c'était de l'innovation. Alors, je pense que votre exposé était tout à fait remarquable, parce que effectivement il y a de l'innovation, mais comme l'interlocuteur précédent le signalait, quelque chose qu'on a monté parfois au final, il y a maintenant une trentaine, même une quarantaine de jeunes internes, finalement est passé dans les oubliettes, parce que je pense que ce truc-là, ça c'est plus du tout. Mais on privilégie un petit peu encore, mais surtout aux États-Unis, on privilégie le chaud sur le froid pour l'instant. Excusez-moi de poser cette question. Merci.